Le Dniepr traverse la grande ville industrielle de Zaporijia, dans le sud-ouest de l'Ukraine. C'est à partir d'ici que le fleuve devient la ligne de démarcation entre les territoires occupés par les forces russes et le reste de l'Ukraine. Zaporijia est connue aujourd'hui pour sa centrale nucléaire aux mains des forces russes, située à une cinquantaine de kilomètres de là. Du temps de l'URSS dans les années 80, la centrale est devenue le joyau d'un ensemble hydroélectrique construit sur le fleuve dès le début du siècle dernier. Ici, à Zaporijia, cette station hydroélectrique est la seule pièce de cet ensemble, aujourd'hui sous contrôle des Ukrainiens. Les lieux sont stratégiques. Le 6 juin, ce sont les digues de l'autre barrage de l'ensemble, Nova Kakhovka, à 200 km de là, qui ont sauté sous le coup d'une explosion attribuée aux forces russes. En quelques heures, l'eau a inondé la région au sud, tandis qu'en amont, au nord, le réservoir s'est vidé. L'événement aux allures apocalyptiques a marqué le début de la deuxième contre-offensive ukrainienne. 3 mois plus tard, le réservoir au nord est à sec, le lac artificiel est devenu une immense prairie, mettant à nu la distance entre les deux rives. En face, les territoires occupés et les forces russes. C'est sec, c'est tout sec. Il n'y a pas d'eau dans les tuyaux, tout est sec. Tout est parti en 2 jours après l'explosion. L'eau a juste disparu, et le reste aussi. Les grenouilles ont disparu. Les animaux ont disparu. Les poissons ont disparu. Là où on allait se baigner depuis l'enfance. Nous, on est des gens de l'eau. On se baignait dans le lac et tout le village avait de l'eau. Et tout poussait. On pensait que ce serait toujours comme ça. Et tout a disparu en un seul coup. Olena Lukianenko habite le dernier village avant les territoires occupés. Elle est institutrice, mais elle voit rarement ses écoliers. Ici, on vit confiné, on fait l'école par écran interposé. Les journées sont rythmées par les alertes aériennes. Je n'ai pas peur. Ça n'a pas duré très longtemps. Vous avez de la chance. D'habitude, c'est très fort. Parce qu'on n'est pas loin de la ligne de démarcation. Donc c'est très fort. Olena a 50 ans, elle a toujours connu la vie au bord du Grand Lac. Le barrage était déjà construit à sa naissance. C'est une catastrophe, c'est terrible. Il n'y a plus qu'une prairie. Mais il faut que je vous raconte. Ma grand-mère m'avait parlé de cette grande prairie qui autrefois nourrissait les gens. Et quand il y a eu le barrage et qu'elle a été inondée, ils en pleuraient. Et maintenant, c'est le contraire. C'est nous qui pleurons. Tout a changé. Mais j'espère que nos hommes feront bientôt une percée et qu'ils reconstruiront le barrage. Le grand lac artificiel au nord est à sec, mais le cours du Dniepr n'a pas été interrompu. À 2 heures de là, la centrale nucléaire de Zaporijia, la plus grande d'Europe, s'impose à l'horizon. Elle est contrôlée par les Russes depuis l'invasion en février 2022. Ces réacteurs sont à l'arrêt, mais selon l'Agence de l'énergie atomique sur place, de nouveaux bassins de refroidissement ont été créés pour compenser la baisse du niveau de l'eau depuis juin. Pour les habitants qui ont toujours vécu dans le voisinage immédiat de la centrale, au quotidien, plus que la peur de l'accident nucléaire, c'est l'eau potable qui est un souci permanent. Ça va mieux maintenant. Il n'y a plus autant de queues. Avant, ça faisait des kilomètres.
On faisait la queue, et quand on arrivait, il n'y avait plus d'eau. Maintenant, ça va mieux. Et si on avait de l'eau propre au robinet, ça serait mieux. Mais bon, c'est comme ça. Ce n'est pas un moment facile. Ça, c'est de la bonne eau. 2 semaines plus tôt, les habitants n'avaient toujours pas d'eau. Pour s'approvisionner, ils en ont même récupéré lors des orages d'été. Vous voyez là-haut? Chaque immeuble a des tuyaux qui viennent des toits. C'est là d'où vient l'eau. Dans toute la région, le système de canalisation est vieillissant, souvent inopérant. Ici se construit un nouveau réseau qui puise de l'eau d'un affluent du Dniepr. On a créé notre propre machine et on avance de 6 à 7 mètres par jour. Le nouveau réseau doit alimenter en eau la ville de Kryvyi, une ville ouvrière de plus de 600 000 habitants avant l'invasion. Mais à chaque région son système, et il faudra en construire encore bien d'autres pour qu'il y ait de l'eau courante et potable dans toute la région le long du Dniepr. Ça a explosé, donc il n'y a plus d'eau à Kakhovka. Et c'est pour ça qu'il faut de nouvelles sources d'approvisionnement pour l'eau. Ce système à 4 canalisations desservira Kryvyi et peut-être même Kakhovka. Il y a un système similaire près de Kherson. J'y étais la semaine dernière. Et là-bas, ils ont le même système de canalisation. Kherson est à plusieurs heures de route au sud. La ville est située à l'embouchure du fleuve Dniepr sur la mer Noire. En novembre 2022, cette position stratégique a été reprise aux forces russes, repoussée de l'autre côté du fleuve, sur la rive gauche comme on l'appelle ici. Dans ce quartier de Kherson, un îlot sur le delta, se trouvent les dernières rues sous contrôle ukrainien. Après les mois d'occupation puis les bombardements au quotidien, l'explosion du barrage en juin a inondé la zone. Aujourd'hui, l'eau s'est retirée, mais reste le sable et la boue. Les maisons sont dévastées, inhabitables. Mais certains y croient. Un jour, ils reviendront habiter ici, une fois les lieux déblayés. Le sable était là, et l'eau ici. Le sable, ça va, mais le plus difficile, c'est la boue. Ça, là. Et ça, c'est un drone. Pourquoi on pense qu'il est pas russe? Parce qu'ils volent vite et bas. Oui, on a une théorie. Si ça vole vite et bas, c'est ukrainien. Et si ça vole haut, c'est russe. On ne sait pas combien il y en aura encore. Il y a des tirs de mortier aussi. 1, 2, 3. Mais on ne les entend pas tous d'ici. Et il faut que ça sèche. Il faut beaucoup d'argent. On n'est pas vraiment aidé, 200 000 par maison. C'est une misère. Environ 5 000 €, c'est le montant de l'indemnité annoncée par le gouvernement ukrainien pour les victimes des inondations. Et ici, c'est la cuisine. On cuisinait, on prenait le petit déjeuner, le déjeuner. Trois mois après les inondations, le propriétaire de cette maison reste sidéré par les ravages de l'eau. Je ne sais pas ce qu'ils vont arriver à enlever. Tout a été sali. Faut tout nettoyer. Ça, ce sont des cabanes pour le bois, les outils. Quel travail. Tout est en pièces.
La région de Kherson, libérée il y a bientôt un an, reste stratégique. Le contrôle de la mer Noire est l'un des enjeux de la guerre. En 2022, le village de Posad Prokrosko s'est trouvé sur la ligne de front. Et tout reste à reconstruire. Comment ça va pour vous? De quoi avez-vous besoin? L'hiver arrive. On n'a plus de toit. On ne promet rien pour les tuiles, mais on va l'écrire. Pour ça, vous pouvez aussi aller voir le conseil municipal. Mis à part le bois, que pouvez-vous faire? On fait une liste de ceux qui n'ont pas de puits. On les inscrit pour de l'eau. De notre côté, on n'a pas d'eau. On n'a pas d'eau. Le problème, c'est l'eau et le bois. Et des chargeurs pour les batteries, vous en avez? C'est la première fois qu'on m'en a demandé aujourd'hui. Je le note. C'est important. Aujourd'hui, vous avez coupé l'électricité sans prévenir. Et on était sans électricité. Les enfants n'ont pas pu étudier. Si on peut aider, on le fera. Je sais que c'est compliqué. Merci. Le gouvernement va reconstruire le village. Les bâtiments seront reconstruits et il y aura de nouveaux bâtiments. Mais tout le monde comprend que c'est un long processus. Et puis l'hiver arrive. Donc, on est là pour connaître les besoins de la population. L'hiver arrive et les coupures d'électricité seront alors plus longues et plus nombreuses encore. Tout le monde le sait déjà. Sur la place centrale de Kherson, le très populaire chef des armées, Valery Zaloujny, affiche le V de la victoire. Mais la ville a été libérée il y a presque un an et les forces russes sont toujours à moins d'1 kilomètre du centre-ville. Ce sera bientôt le deuxième hiver dans la guerre.